ATCIB, une des rares sociétés à faire la fierté de la filière du bois au Bénin. Ici, la valorisation de la matière première est plus qu'une devise. On a, clame-t-on, du respect pour l'exploitation du bois. Pas d'exportation à l'état brut de la matière. Sa transformation est plus qu'une priorité. À bon droit, créativité et innovation font bon ménage. On vit du bois ici. Même les chutes de bois, on les récupère ici pour faire beaucoup de choses. Très importantes. Et on en voit même à l'extérieur. Ce qui est vraiment rentable pour la société et pour le Bénin. Que ce soit le teck, le gémélina, aucun type de bois ne résiste au savoir-faire des ouvriers. Même au bois blanc, répuyé du grand nombre, on œuvre à donner de la valeur exceptionnelle. Le chef-d'œuvre à l'arrivée est simplement impressionnant. Un motif de satisfaction supplémentaire pour chacun des 290 employés intervenant à divers niveaux de la chaîne de production. Je suis fier du travail que je fais. Je viens de faire 10 ans chez le patron. Je suis déclaré. J'ai mon livre d'assurance. Je rêve continuer dans ce travail jusqu'à aller à la retraite. Initié et promu par un Béninois d'origine libanaise, l'entreprise, promise à un bel avenir, reste confrontée à bien des difficultés. Tout ce qu'il y a ici, ça a été fait avec des fonds propres, avec des investissements qui dépassent 3 milliards 900 millions, dont il y a à peine 300 millions qui étaient accordés par une banque locale, et cette banque, c'est la Société Générale, qui nous a accompagnés timidement, je peux vous dire, malheureusement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est confronté à la nécessité d'avoir les contrats de bois auprès de l'ONAP. Ces doléances sur tapis depuis peu, mais sans suite, ont au fait de susciter des sentiments d'inquiétude dans le rang des employés. S'ils ne trouvent pas de matière première, ils seront obligés de diminuer les ouvriers. On demande à l'État de l'aider, de l'encourager pour qu'ils puissent diminuer le chômage dans le pays. Seul bénéficiaire du programme de restructuration et de mise à niveau des industries de l'UEMOA financé par l'ONUDI, ATCIB se révèle désormais un puissant outil de développement socio-économique à nul autre pareil. À juste titre, elle a été admise au régime C du Code des investissements du Bénin. Tout ce que ça te manque, c'est un contrat de bois pour qu'on te finance. Ces 2 dernières années, avec la forte baisse du pouvoir d'achat, le secteur informel ne cesse de se développer. Une situation qui profite largement au marché de la friperie vers lequel se tournent aujourd'hui de nombreux Centrafricains. C'est grâce à cette activité que je gagne ma vie. Quand je rentre à la maison, je donne une partie des recettes à ma mère. Je garde le reste pour mes besoins personnels. Les points de vente ont poussé comme des champignons dans tous les arrondissements de la ville de Bangui. Les marchands proposent différents articles. Les clients n'ont que l'embarras du choix. Parce que tu sais que j'ai l'habitude d'acheter les friperies, c'est de meilleure qualité. J'imagine qu'on pourrait acheter des bonnes chaussures en ville, mais ce n'est pas l'original. L'intérêt de la clientèle pour la friperie n'est pas seulement guidé par le prix. J'aime les vêtements de seconde main parce que les modèles sont souvent originaux. Lorsque j'achète un article dans un rayon de friperie, il est rarissime de trouver le même modèle dans toute la ville. Le marché de la friperie est un important théâtre monétaire. Pour de nombreux jeunes sans qualification professionnelle, la vente des articles de seconde main est une source substantielle de revenus. Quand les affaires marchent bien, les recettes peuvent atteindre 5 ou 7 000 francs au quotidien. J'utilise une partie pour mes besoins personnels, j'épargne le reste. À Bangui, la vente des vêtements de seconde main est devenue un phénomène de société qui attire de plus en plus de jeunes et d'adultes. Les œufs du fleuve Ngounié sont au plus bas en cette période de saison sèche. Et Mouila grouille de monde venu en vacances. C'est l'occasion rêvée pour les jeunes de cette commune rurale située à près de 500 km de Libreville de s'adonner à l'extraction et au commerce du sable pour, disent-ils, préparer la rentrée scolaire. Et ça varie entre 100, 200, 300, 400, voire même 500 000. Pour ceux qui sont un peu plus forts, ils peuvent aller au-delà. Mais toujours est-il que on ne vient pas ici pour croiser les bras, c'est pour faire quelque chose, c'est pour travailler et c'est pour avoir quelque chose à la fin de ces petits mois de vacances. Ici, le travail s'organise par petits groupes de 2 ou 3.
Les jeunes exploitants ont juste besoin d'une pirogue, 1 ou 2 seaux et bien sûr une bonne dose de courage pour extraire le sable du fond de ce fleuve couleur rouille avant de l'entasser sur les rives. 2 carrières sont les plus fréquentées. La rive à proximité de l'hôtel Le Lac Bleu et le lieu communément appelé La Pointe, situé derrière la brasserie de la ville. Les plongeurs, ils vont dans de l'eau. Ce sont ceux-là qui extraient le sable, ce sont ceux-là qui sont soumis à un risque véritablement élevé avec tout ce qui peut comporter dans de l'eau. En dehors de ça, il faut amener. Pour chasser de la fraîcheur, il faut décharger. Bon, comme il faut qu'on emploie aussi d'autres petits qui veulent se prendre en charge, on remet cette responsabilité à ceux-là de décharger les pirogues et ensuite, ainsi de suite, le cycle va continuer. Les prix, fixés au minimum à 20 000 francs CFA, varient selon la capacité du camion. Les jeunes ne sont pas les seuls à tirer avantage de ce commerce. Je fais un peu le poisson de juste quand ça arrive. Quand la pirogue arrive, je prends pour revendre un peu. Mais depuis 2 semaines, là, il n'y a pas de pirogue. Donc je force un peu à faire la mouture. Pour ne pas aller attendre ailleurs, je suis obligé de forcer un peu. Pour ne pas que les enfants souffrent le fait, je suis obligé de forcer à faire un peu du coup. L'activité d'extraction du sable dans la ville de Mouila reste un des remèdes au chômage dans cette localité, notamment pour les jeunes scolarisés qui préparent ainsi leur entrée des classes. À moins d'1 heure de route de Barcelone, les vignobles du Penedès. C'est dans cette vallée qu'est produit le cava, le vin mousseux catalan. Un mousseux qui s'exporte très bien, 154 millions de bouteilles vendues dans le monde en 2014. C'est 10 millions de plus que le champagne, nettement plus cher dans le commerce. Les fines bulles espagnoles veulent maintenant prouver qu'elles n'ont rien à envier à leur prestigieuse cousine française. Le cava a toujours été un produit de milieu de gamme jusqu'à il y a quelques années. Il n'a pas conforté sa position dans le haut de gamme. Mais les produits, nous les avons. C'est une question de temps et d'investissement comme toujours, de marketing et de mise en scène. Repartir à la conquête du monde grâce à des cuvées de prestige et au bouche à oreille. Cette petite exploitation familiale ne produit que des cavas réserves et grandes réserves, 30 000 bouteilles par an dont 20% sont exportées. 20 € environ la bouteille, c'est 3 fois moins qu'un champagne comparable. Et une cible commerciale toute trouvée, les millions de touristes qui viennent chaque année en Catalogne. Les visiteurs sont notre meilleur atout. Nous les recevons bien, ils rentrent chez eux et parlent à leurs amis de nos produits, de notre accueil. Ils disent que ça vaut la peine. Et même si le résultat n'est pas immédiat, il est plus durable. Les marchés les plus prometteurs, les pays émergents et l'Asie, notamment le Japon, deuxième acheteur de cava haut de gamme après la Belgique. Le Japon, principal client des caves Rossel. Elles y exportent la moitié de leur production annuelle de 300 000 bouteilles. Ce sont essentiellement des cuvées jeunes, la marge de progression est donc encore importante. Je crois qu'à l'international, même si parfois on pense que c'est l'inverse, vraiment l'image du cava évolue aussi vers un produit de qualité. Et donc il faut suivre cette voie, chercher des produits de qualité et viser des marchés de qualité pour ces produits. En 2014, les cuvées réserves et grandes réserves n'ont représenté que 12% des ventes de cava. Les producteurs espèrent voir cette proportion grimper à 40 voire 50% en 10 ans. Ici, l'eau est translucide et le soleil de plomb. À Kirk, l'une des 1000 îles que compte la Croatie, les étrangers viennent de très loin pour profiter d'un climat idéal et d'une nature encore préservée. Un paysage idyllique menacé par des projets de forage lancés au large de la côte. Nedjelko, 75 ans, a passé sa vie entière ici. Il est inquiet pour l'équilibre de sa région. À vrai dire, ce projet est mauvais pour tout le monde. Tout sera en danger, la pêche et le tourisme principalement, et nous vivons tous de cela ici. Le gaz est puisé au large depuis les années 70 à l'époque yougoslave, mais le gouvernement cherche aujourd'hui à intensifier l'extraction. 10 zones ont été définies où les forages pourraient avoir lieu dès la fin de l'année. Les associations de défense de la nature condamnent un projet jugé catastrophique pour l'écosystème et des méthodes arbitraires de la part des autorités. Ils essaient de donner des concessions sans avoir demandé à personne dans les localités. Il n'y a eu aucun processus de consultation avec les administrations locales des territoires. Ils n'ont demandé ni aux municipalités ni aux villes. Donc la façon dont ils procèdent, on peut vraiment parler de viol de la démocratie. C'est un désastre pour la démocratie.
Après 6 ans de récession, le gouvernement espère que les forages pourront faire de la Croatie un hub pour l'énergie dans les Balkans. L'objectif est aussi de réduire la dépendance auprès de la Russie dont provient 40% du gaz consommé dans le pays. Un argument économique placé comme une priorité par l'agence d'État en charge du projet. On peut parler de milliards d'euros chaque année en profit net pour le budget de l'État. Et ça sans inclure tous les effets parallèles quand il s'agit de taxes, de taux de l'emploi, de support de l'industrie, de développement, etc. Dans un récent sondage, les Croates se sont prononcés contre les projets de forage à une courte majorité. La phase d'exploration pour trouver les poches d'hydrocarbures pourrait durer au moins 5 ans. C'est un paysage de carte postale au nord-est de la Slovénie. Sur les collines d'Ormoz, les vignes s'étendent à perte de vue. Tatiana Pouklavec est l'une des productrices les plus prospères de la région. Mais l'histoire de son vin, elle, est mouvementée. Son grand-père, vigneron dans les années 50, a été exproprié pendant l'époque communiste, faute d'avoir rejoint le parti. En 2009, ses descendants découvrent que les vignes sont en vente et relancent l'entreprise familiale avec succès. Je suis tellement fière que notre nom soit sur ces bouteilles. C'est magnifique de voir qu'à New York, il y a des personnes qui boivent notre vin. On a commencé il y a 5 ans et maintenant il y a des gens à New York qui boivent une de nos bonnes bouteilles de Sauvignon blanc. Ou à Sao Paulo peut-être. Je veux dire, cela me rend vraiment très fière, oui.